Lutte anti-érosive à Kinshasa, John Banza, ministre des Infrastructures et Travaux publics, vient de lancer officiellement une série de chantiers visant les communes de Mongafula, Selembao, Lemba, Ntsele, qui sont considérées comme les zones les plus exposées à la progression rapide des ravins. Après les agents de l'administration de sport, cette fois-ci, ce sont ceux de la Commission nationale et des préventions routières qui sont en colère. Ils réclament leurs primes et plaident pour l'amélioration des conditions de travail. Ce jeudi, certains d'entre eux sont descendus dans les rues de Kinshasa. 24 heures seulement après le putsch annoncé, la Guinée-Bissau a un nouveau président de transition, le général Hortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi ce jeudi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant un an. Et à Hong Kong, le bilan de l'incendie survenu hier mercredi ne fait que s'alourdir. On compte plus de 65 morts et une centaine de disparus dans une zone résidentielle. On ignore pour l'instant si des personnes se retrouvent encore plutôt bloquées à l'intérieur des immeubles en feu. Le président chinois Xi Jinping s'est exprimé à ce propos de ce sinistre classé en catégorie 5, le plus haut niveau. Après les titres, place au développement. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Les agents et cadres de la Commission nationale de prévention routière sont en colère. Ils réclament leurs primes et plaident pour l'amélioration des conditions de travail. Ce jeudi, certains agents sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol après un silence prolongé du comité directeur. Ils reprochent au comité directeur la mégestion et surtout le népotisme. Et pour exprimer leur désarroi, certains agents et cadres ont brûlé des pneus à l'entrée de l'entreprise pour envoyer un message fort aux autorités compétentes. Selon ces manifestants, le nouveau comité directeur a mécanisé plus de 126 agents non qualifiés au détriment de certains anciens qui ont passé plus de 10 ans à la Commission nationale de prévention routière. À les en croire, l'actuel comité se distingue par les détournements des fonds destinés aux travaux de la CNPR. Ces agents en colère dénoncent aussi l'illégalité du syndicat dont certains membres occupent des postes de commandement à la CNPR et étouffent plusieurs actions des agents moyennant quelques billets des banques, une situation qui crée un climat malsain au sein de l'entreprise. 7 ans, au à l'université, au marque des côtes, au mission de nom, l'État là-bas au plat. Selon leur témoignage, les dossiers administratifs trouvent difficilement des réponses. Plus rien ne marche. Ces manifestants se remettent à l'arbitrage du vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, pour trouver des solutions idoines. Dans le ministère des Transports, la Commission nationale de prévention routière joue une partition importante en collectant et analysant toutes les statistiques des accidents pour rectifier les tirs et limiter les dégâts. Elle propose également la politique de sécurité routière du gouvernement. La régulation de la circulation routière à Kinshasa, cette fois, c'est le commissaire divisionnaire de la PNC Kinshasa qui a rappelé à l'ordre les responsables des unités déployées sur le terrain pour cette cause. C'était au cours de la réunion tenue au commissariat. 3 jours après la causerie morale tenue dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 novembre dernier, les commissaires provinciaux, les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou, a réuni ce mercredi 26 novembre dans son bureau tous les commandants des unités déployées dans le carrefour et rond-point de Kinshasa pour leur dire sa déception de constater que ces instructions données ne semblent pas strictement être respectées. Le commandant ville leur a fait part de faits qu'il a constatés lors de ses descentes improvisées sur le terrain pour observer la manière dont travaillent les unités commises à la régulation des circulations. Je vous ai appelé tous ce matin pour vous rappeler à l'ordre. Je reviens sur la parade de l'autre fois. On s'était dit, nous avons donné les instructions pour le travail et nous avons défini comment nous allons nous comporter pour cette période. Vous devez occuper les artères principales avant que les usagers arrivent. Et vous quitterez les artères principales, tout comme la chaussée, après que le dernier usager est rentré. Chose grave, il n'y a aucun amendement dans les chefs de vos hommes. Moi, je sous-entends que c'est vous
qui n'êtes pas à la hauteur de pouvoir transmettre les instructions données. Hier, j'ai mis encore la main sur 4 éléments ici au carrefour de rond-point Mandela. Donc vous avez laissé l'unité à renfort travailler et vous, l'unité principale, l'unité mère, qui devait rester là, vous êtes resté sous l'hangar pour causer de n'importe quoi. Cette manière de voir les choses doit cesser. Si vous avez d'autres choses dans votre tête, je vous dis, il faut faire des mots témoins, de faire un effort, de changer, parce que je ne reviendrai plus. Face à diverses bavures qu'il a relevées, il a tenu les chefs de toutes les unités responsables du non-respect de ses instructions et leur a promis des sanctions sévères si cela continue. Et la Première ministre a clôturé ce jeudi un atelier majeur pour l'avenir de la diaspora congolaise, l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des forums des ressortissants congolais vivant à l'étranger. Ouvert lundi, les travaux étaient placés sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise. La rencontre a permis d'avancer sur l'intégration réelle de cette partie importante de nos compatriotes. Reportage signé Gaëtan Koubaboranzi. Débuté le lundi 24 novembre, l'atelier sur la mise en œuvre des recommandations issues des forums de la diaspora congolaise s'est soldé par un franc succès. Pendant 3 jours, les experts ont réfléchi à la manière de faire de la diaspora congolaise une force active du développement national. La Première ministre a salué le rôle essentiel que joue la diaspora et a insisté sur la reconnaissance et la considération que la nation doit lui accorder. Je prends la parole pour clôturer officiellement cet atelier consacré à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des différents forums de la diaspora congolaise. L'attention particulière accordée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nos compatriotes établis à l'étranger s'est traduite par la nomination d'un ministre délégué en charge de la diaspora. L'atelier s'est tenu sous la houlette du ministre délégué aux Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Badou, qui s'est rendu sur le terrain à la rencontre de la communauté congolaise établie à l'étranger, a rappelé la nécessité de renforcer le lien entre l'État et ses ressortissants. La diaspora congolaise forme une force importante. Elle a contribué dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Elle est en train de contribuer sur le plan économique, elle contribue sur le plan social. Vous savez que l'apport de la diaspora congolaise est plus importante que l'aide publique au développement. Plusieurs membres du gouvernement, députés et sénateurs ont pris part à cette rencontre. L'objectif était triple, notamment évaluer ce qui a déjà été réalisé depuis les forums de la diaspora, identifier les blocages à lever, définir une feuille de route claire pour la suite. Et à quelques jours du début du contrôle de la facture normalisée, le ministère de Finances a initié une rencontre de sensibilisation entre l'organe technique, la Direction générale des impôts et la Fédération des entreprises du Congo. L'objectif est de permettre aux entreprises de comprendre le bien fondé de ce système pour une transparence et un développement durable des entreprises en RDC. Cette rencontre est une réponse à la correspondance de la Fédération des entreprises du Congo adressée au ministère des Finances sur la facture normalisée qui entre en vigueur ce 1er décembre. Une facture normalisée, ça va systématiquement lui donner droit à déduction. C'est ce que je disais. Vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, c'est très simple. C'est de la fiscalité simple. Le représentant des entreprises évoque une série de difficultés techniques et opérationnelles qui, selon elle, compromettent la réussite de l'adhésion des entreprises à cette réforme majeure. Nous sommes heureux que la Direction générale des impôts et le ministère des Finances aient accepté de venir échanger avec nos membres sur leurs préoccupations par rapport à la mise en place de cette facture normalisée, qui semble poser quelques difficultés, quelques problèmes dans sa mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la DGI et le ministère des Finances à venir expliciter, donner des clarifications sur l'implémentation de cette facture normalisée. Pour cette matinée fiscale, la Direction générale des impôts, qui sous tutelle du ministère des Finances, revient sur les biens fondés de cette réforme et appelle les entreprises à y souscrire. L'avantage de la facture, de la réforme de la facture normalisée, c'est d'abord un caractère informatif. Ça permet à l'État de savoir
la TVA qu'on est en train de collecter auprès de nos citoyens, auprès de la population. Comme vous savez, ceux qui vendent ne sont que des simples collecteurs. Ils collectent la TVA auprès des consommateurs et ils sont censés la reverser. La Fédération des entreprises du Congo plaide pour un report ou, à défaut, cependant, si le 1er décembre 2025 devrait être maintenu comme date de référence, l'organisation propose au minimum une neutralisation temporaire des pénalités afin d'éviter la paralysie des transactions commerciales et de prévenir tout impact négatif sur l'économie nationale. Et je le disais en titre, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a effectué une nouvelle descente sur terrain pour lancer officiellement une série des chantiers anti-érosifs d'envergure dans la capitale. Les communes ciblées, Mongafula, Selembao, Lemba et Ntsele figurent parmi les zones les plus exposées à la progression rapide des ravins, un phénomène qui menace directement des centaines de foyers quinoises et plusieurs infrastructures vitales. Cette opération constitue une réponse concrète au gouvernement à l'aggravation des érosions à Kinshasa. Tout a débuté au site Kingu, dans la commune de Selembao, première étape de la visite du patron des ITP. À bord d'un tracteur, John Banzalunda a donné le go des travaux de lutte anti-érosive dans ce coin de la capitale, dont le coût s'élève à 9 495 603,78 $ pour une durée de 12 mois. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Polychanda Engineering LDT. Le cortège du ministre des Infrastructures et Travaux publics a pris la direction de la commune de Mongafula, où l'entreprise Hongfeng s'active pour la réalisation d'un projet de lutte anti-érosive et sur les sites Ngamaba et de modernisation de la chaussée rigide sur l'avenue Nsala. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, y a lancé également les travaux sous les ovations de la population qui voit en son arrivée un début de solution. Au site Kogelos, toujours à Mongafula, le patron des ITP a procédé au même exercice. Ici, c'est l'entreprise Colos Construction, CCC SARL, qui se charge des travaux anti-érosifs pour une durée de 24 mois. Au site Tchad, dans la commune de Lemba, John Banzalunda a constaté l'urgence d'agir pour stopper toute menace d'érosion. Il y a lancé les travaux de réhabilitation de la boucle du campus, instruisant ainsi l'entreprise Guyan Fan de s'activer avec diligence. Ensuite, le cortège ministériel s'est dirigé vers le site Kassavubu dans la commune de Lansele, précisément à Terre-Jaune. Après avoir suivi et noté les explications techniques des experts, le numéro 1 du secteur des infrastructures, accompagné d'un élu du coin, l'honorable Ogi Kalonji, a lancé les travaux de lutte anti-érosive dont la consistance s'articule autour du traitement de l'érosion de 586,00 mètres de longueur. S'exprimant devant la presse, le ministre des ITP a relevé le sens de cette activité. Nous avons donné les moyens à l'Office des voiries et de drainage. Voilà pourquoi le directeur général est à mes côtés et le partenaire qui va exécuter les travaux est à ma droite. Tout est réuni pour que les travaux commencent aujourd'hui. Et pour la population de Terre-Jaune, de Massina, de la Tchango, de Kinshasa et de l'ensemble de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans une croisade incessante contre les érosions, contre la dégradation de nos infrastructures. Pour clore sa tournée, le ministre s'est rendu à Kimbuta où l'OVD supervise les travaux d'une route stratégique menant vers le boulevard. Il y a insisté sur l'accélération du rythme. La route nationale numéro 1, longuement menacée par des graves enfouissements et stagnation d'eau, a retrouvé sa stabilité et sécurité grâce aux travaux d'urgence anti-érosifs lancés par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Depuis plusieurs mois, le PK 276 plus 600 a représenté un point critique sous les fortes pluies. L'eau stagnait sous la chaussée, l'érosion avançait dangereusement et
la route risquait d'être isolée, menaçant la mobilité dans toute la province du Congo. Face à cette situation, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, avait dépêché une mission technique mixte avec à sa tête le conseiller en charge du suivi, Junior Nembalemba, pour évaluer la stagnation des eaux et contrôler les travaux d'urgence réalisés par l'Office des routes. Les constats étaient alarmants. Le collecteur primaire de 505 mètres destiné à évacuer les eaux pluviales n'était achevé qu'à 75%. Les 128 mètres restants, indispensables pour rejoindre l'exutoire naturel, bloquaient l'évacuation complète des eaux. À cela s'ajoutait un canal provisoire insuffisant et l'absence des caniveaux sur le tronçon bétonné exécuté par Sino Hydro, concentrant les ruissellements sur la chaussée et alimentant directement le front d'érosion. Les experts ont également relevé 17 mètres de collecteurs emportés avant prise du béton, des effouillements profonds et de nouvelles têtes d'érosion actives en amont. Autant de signes d'une RN1 extrêmement vulnérable, dépourvue de tout système d'assainissement latéral. Depuis l'intervention du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, la situation s'est sensiblement améliorée. Les travaux anti-érosifs ont été renforcés, les tronçons endommagés, réhabilités et la stabilisation du site progresse rapidement. La RN1 à Caen-Kikwit sort de sa zone de danger et retrouve sécurité et mobilité, redonnant espoir aux populations locales. À titre de rappel, en septembre dernier, John Banzalunda avait effectué une visite de terrain dans la province du Kwango, inspectant plusieurs chantiers routiers et ouvrages de lutte anti-érosive. Sur le PK 276 plus 600, il avait exigé une cartographie complète des zones érosives le long de la RN1, notamment dans les Kwilu, afin d'anticiper les risques avant la saison des pluies. Grâce à ces interventions, la RN1 renaît et illustre l'engagement du gouvernement à sécuriser les infrastructures et protéger les usagers. Et puis la population de l'Équateur est bénéficiaire d'un siège moderne de la coopérative d'épargne et des crédits appelée Copec Lisungi. Celle-ci va donner notamment aux femmes maraîchères la possibilité d'accéder facilement à des crédits. L'œuvre est de Élisée Bokumwana Maposo, grand notable de cette partie du pays. La Copec Lisungi a été inaugurée en sa présence lors d'un voyage éclair en Mbandaka, voyage qui l'a conduit à lancer une radio locale et inaugurer un port. Arrivé à bord d'un avion qui atterrit en début d'après-midi, la patriarche Bokumwana, qui avait dans sa suite également les élus nationaux de l'Équateur, a été accueillie par une foule nombreuse, composée d'habitants, des leaders communautaires et plusieurs associations des femmes. L'événement majeur de cette visite était l'inauguration officielle par le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, du nouveau siège de la coopérative d'épargne et de crédit appelée Copec Lisungi, un projet conçu pour soutenir la population locale, en particulier les femmes maraîchères. Grâce à son nouveau siège, les services de la coopérative se rapprochent encore plus de la population, le cas des femmes maraîchères qui auront désormais la possibilité d'accéder plus facilement au crédit afin de renforcer leurs activités agricoles et d'améliorer leurs revenus. Les femmes n'ont pas caché leur satisfaction. Poursuivant ces activités, le député Élisée Bokumwana a également lancé le signal de la radio-télévision Équateur, un nouvel outil médiatique destiné à rapprocher l'information des habitants et à valoriser les initiatives locales. Pour clôturer, il a assisté à l'ouverture officielle du port Bokumwana à Mbandaka, une infrastructure stratégique qui facilitera les déplacements fluviaux et le transport des marchandises. Le développement est habitué à Grand Équateur. Je me suis dit, mais je suis financier. Pourquoi? Mais pourquoi nous, on ne peut pas trouver une initiative de créer un développement en tenant compte de la spécificité de la formation dans les financiers. La monnaie. De créer coopérative d'épargne et de crédit. L'inauguration s'est achevée dans une ambiance chaleureuse marquée par des chants, danses et une forte mobilisation communautaire. Il s'est de souligner que cette activité de microfinance
est également effective dans la province de la Mongala, dénommée Kopek Bomengo, et couvre les 3 territoires. Et l'Assemblée provinciale du Kasaï central a désormais un bureau définitif pleinement constitué. À l'issue d'un processus interne, hier mercredi, 5 membres ont été proclamés élus à leurs différents postes conformément au règlement intérieur en qualité de candidat unique sans passer par le vote. Ainsi, Guy Sabangou accède à la présidence de l'organe délibérant. Il sera secondé par Stéphane Kassoui, élu président. Le poste de rapporteur a été confié à Patient Chombe, assisté de Jean-Paul Mbambi comme rapporteur adjoint, tandis que la question revient à David Ntumba. Dans son discours d'investiture, le président élu a lancé un appel fort à l'unité, la cohésion et la responsabilité collective pour le développement du Kasaï central. Et dans le Tanganyika, le gouverneur de province a lancé la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Manono. Les cibles sont les enfants de 6 mois à 14 ans. Les élus provinciaux et nationaux ont été associés à la sensibilisation pour une large information de la population. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba a procédé depuis le territoire des Manono au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, ciblant les enfants de 6 mois à 14 ans. Nous lançons aujourd'hui la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Protéger nos enfants, c'est protéger l'avenir de toute notre province. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant qui est bien protégé aujourd'hui devient la force de demain. J'invite donc chaque parent à amener son enfant au centre de santé le plus proche parce que la vaccination est gratuite. Les députés provinciaux élus des Manono ont entrepris de sensibiliser la population, l'invitant à s'approprier pleinement cette campagne de santé publique, rappelant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mnajua bila nchanjo batoto yetu batagonjwa na bengine batapata ma malformation. C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée provinciale, tout qu'on a soutenir au travers budget, i programme ya élargi à vaccination du moyen ikuyeko. Sasa tunalomba kwa wazazi mulete batoto bote kunchanjo parce que mieux vaut prévenir que guérir. Bana ba manu nasi si bana ngabali tamilabu ya kule namba betu kwa sheho be twele je inwingiro inoi twende bate rose tuketa we mbafu aiko mwa ba autoriser ba enda ba habana be balonga ye ya vaccin mwanda wa kuhela lunoluba lwaka ukoswe mbafu aiko bana bonso ya miezi isamba kufikisha miaka 14 mubangivwana tubayite banwe boso balolo ne batata ke mwakitambisha ibana kumobo bamunganga basa kwanza kulita hanjibo nenjibo benda balemba bana bilembo amondo wayo ya bisongo ke yakafikai. La cérémonie s'est poursuivie par les démarrages effectifs des opérations vaccinales. Plusieurs enfants ont reçu les doses contre la rougeole et la rubéole pour consolider leur immunité et prémunir la communauté contre ces maladies potentiellement dévastatrices. Et toujours en santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a procédé ce jeudi à Kinshasa à l'ouverture officielle du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, CASU en sigle, une 3e édition en vue d'une force commune des propositions incontournables pour l'avenir du métier d'infirmier et des sages-femmes. C'était dans la salle principale du Centre culturel et artistique de Kinshasa.
Et puis en Guinée-Bissau, le général Hortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi ce jeudi président de la transition du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant un an, a annoncé l'armée au cours d'une conférence de presse à Bissau, indiquant par ailleurs avoir pris le contrôle total du pays la veille. Entre-temps, Umaro Sissoko Embalo est toujours détenu au siège de l'état-major et il n'a pas fait des nouvelles déclarations. À Hong Kong, le bilan de l'incendie est revu à la hausse. Plus de 65 morts et plusieurs disparus dans une zone résidentielle. On ignore pour l'instant si des personnes se trouvent encore bloquées à l'intérieur des immeubles en feu. Le président chinois Xi Jinping s'est exprimé à propos de ce sinistre classé en catégorie 5, le plus haut niveau. 3 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'homicide involontaire et 10 pompiers ont été blessés dans les opérations. Le complexe Wang Fak Court d'au moins 7 des 8 tours d'habitation date de 1983. Depuis mercredi, un complexe résidentiel à Hong Kong est ravagé par un incendie d'une grande intensité. Cet incendie les plus dévastateurs que la place financière asiatique ait subi depuis des décennies a engendré des ondes de choc à travers la ville, abritant certains des gratte-ciel les plus verticaux et densément peuplés au monde. Ce jeudi matin, l'incendie s'est poursuivi malgré la disparition majoritaire des flammes spectaculaires de la nuit au profit des nuages grisâtres. Selon un nouveau rapport des pompiers, l'incendie a causé 65 décès et près de 300 personnes sont toujours portées disparues. D'après des témoignages sur place, un certain nombre de personnes âgées étaient présentes dans l'édifice durant l'après-midi. Le rapport final atteste que les actions des services des secours ont impliqué plus de 200 véhicules de lutte contre les incendies et près de 100 ambulances. 3 dirigeants de l'entreprise responsable des travaux de rénovation accusés de négligence ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ils risquent d'être accusés d'homicide involontaire. Venons en rappel des principaux titres. Lutte anti-érosive à Kinshasa, John Banza, ministre des Infrastructures et Travaux publics, vient de lancer officiellement une série de chantiers visant les communes de Mongafula, Selembao, Lemba et Nsele qui sont considérées comme des zones les plus exposées à la progression rapide des ravins. Après les agents de l'administration de sport, cette fois, ce sont ceux de la Commission nationale et des préventions routières qui sont en colère. Ils réclament leurs primes et plaident pour l'amélioration des conditions de travail. Ce jeudi, certains d'entre eux sont descendus dans les rues de Kinshasa. « 24 heures seulement après le putsch annoncé, la Guinée-Bissau a un nouveau président de transition, le général-major Hortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi. Ce jeudi, président de la transition est du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant un an. Et à Hong Kong, le bilan de l'incendie survenu hier mercredi ne fait que s'alourdir. On compte plus de 65 morts et une centaine de disparus dans une zone résidentielle. On ignore pour l'instant si des personnes se trouvent encore bloquées à l'intérieur des immeubles en feu. Le président chinois Xi Jinping s'est exprimé à propos de ce sinistre classé en catégorie 5, le plus haut niveau. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.